있을까? Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 30e numéro de la saison, évidemment on va revenir sur la CAN U17 qui se tient toujours en Algérie avec notamment cette qualification des Verts pour le tour suivant. L'équipe nationale qui a fait match nul face au Congo affrontera en quart de finale le Maroc. Ça sera ce mercredi au stade de Constantine. On parlera de la Ligue 1 avec les deux matchs en retard disputés ce week-end. Le CRB Louisdet, grâce à sa victoire face à l'Entente de Sétif, qui conforte sa place de leader, alors que la jeunesse sportive de Kabylie sous l'ère Youssef Bouzidi débute bien. Donc, première réussite pour le coach Bouzidi, victoire 1-0 devant l'USMA. On parlera là aussi de la JSK et l'USMA, puisque la JSK est un nouveau président, en l'occurrence Achour Djelloul, plutôt Chilloul, donc qui est le porte-parole, c'est le président du CSA, donc de la jeunesse sportive de Kabylie. Il remplace au pied levé Yerichen. On parlera de l'USMA, puisque l'USMA jouera sa demi-finale ce mercredi de la Coupe de la Confédération. Et on terminera par la Ligue 2 et l'US Souf et l'ES Benaknoun, toujours leaders dans leurs groupes respectifs. Et pour parler de tous ces sujets et ces thèmes, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un coach qu'on apprécie beaucoup ici sur notre plateau. J'ai nommé Nadir Leknaoui, l'entraîneur du Pardo Athletic Club. Nadir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très content d'être parmi vous et aussi de retrouver mes amis Ahmed et Abdelnour. C'est un plaisir. C'est on va dire les anciens de la maison chez nous aussi, nos consultants. Et je commence avec Ahmed. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Saïd, très heureux de vous retrouver, de retrouver l'émission, ainsi que nos chers amis téléspectateurs. Et bienvenue à notre ami Nadir Leknaoui. Très apprécié Nadir Leknaoui. On l'encense très souvent ici dans cette émission, mais parfois on peut le critiquer. On est là pour parfois titiller les coachs. Va pas lâcher. Et bien évidemment, l'inamovible Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir, mon bras droit, Abdelnour. Bonsoir Ahmed et bonsoir notre ami Leknaoui, que je retrouve toujours avec plaisir, et surtout bonsoir. Il y a eu pas mal d'anecdotes croustillantes. Puisqu'il est passé par Biskra, il est resté plus de 4 ans. Moi je suis passé à Biskra, je suis resté, on avait joué une accession, lui on en a fait 2. Et surtout bonsoir nos amis téléspectateurs. Et on commence avec vous, Abdelnour Kawa, avec votre rubrique fétiche, les 3 points de Kawa. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine? Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité foot, Abdelnour? Je crois que ça s'est passé en début de semaine passée, mais on n'en a pas parlé. C'était la décision du FC Nantes, qui a pris la décision de résilier le contrat de Younes Ben Ali, qui est international des U17, pour le motif suivant. Il reste à découvrir réellement ce qui s'est passé. C'est qu'il a rejoint l'équipe nationale sans l'autorisation du club. Ça c'est le motif qui a été évoqué. Maintenant, ça pose quand même pas mal de questions concernant l'avenir. Voilà, la pression qui va être mise sur les jeunes. Si jamais ils optent déjà à cet âge-là pour l'équipe nationale d'Algérie, est-ce que ça va pas leur poser beaucoup de problèmes? C'est une affaire qu'il faudrait suivre, parce que déjà... À souligner, juste pour éclaircir la situation, au niveau des jeunes, il n'y a pas ce qu'on appelle les dates FIFA. On a tendance à dire que les dates FIFA concernant les jeunes, il n'y en a pas. Donc, les joueurs sont protégés par la FIFA. Parce que j'ai pu discuter avec notamment le secrétaire général de la FAF, Mounir Debéchi, justement à propos des joueurs, est-ce qu'ils sont protégés? Il y a un non-sens quelque part, puisque cette Coupe d'Afrique est qualificative à la Coupe du Monde. Elle est sous l'égide de la FIFA. Donc, logiquement, elle est sous l'égide de la FIFA. Enfin bref, ça c'est un dossier qui Ce qui est certain, c'est que la Fédération envisage en tout cas de déposer une plainte au niveau de la FIFA. Chose qui est tout à fait logique. Voilà, pour protéger évidemment les intérêts du joueur en question, si réellement son contrat a été résilié
par rapport à cette CAN U17. En deuxième point, c'est un peu... jouera-t-il au 5 juillet? Jouera-t-il à Dalbeda? Bon, le Mouloudia et le CRB, c'est un des plus grands derbys qui se joue en Algérie. Ça a été, la décision a été prise qu'hier soir, c'est-à-dire... Même pas hier soir, aujourd'hui, puisque en début d'après-midi, on parlait de Dalbeda une nouvelle fois. On a parlé de Dalbeda, on est revenu au 5 juillet, on est reparti à Dalbeda, et finalement... à 48 heures du match... ça aurait été dommage que ce match-là... se joue à Dalbeda. Absolument. C'est un match... C'est une bonne décision d'avoir... Mais bien sûr. Non, mais quand on est coach, et je vais revenir vers vous sur ces décisions de la Ligue qui posent problème, même au niveau des staff techniques. Quand on joue à Dalbeda, dans le temps artificiel, et 5 juillet, c'est le gazon naturel, je pense que c'est où préparer son match. Voilà. C'est le lieu. Il se répond, il se dit, on joue à Dalbeda, donc on va se préparer sur du gazon artificiel, et puis au dernier moment, on joue au 5 juillet, donc bon. Maintenant, heureusement que le match va se dérouler donc mardi. Et ça sera à 18h au stade du 5 juillet. Et enfin, un troisième point, c'est un peu... On avait reçu il y a 2 semaines de cela le président de l'USMA, si vous en souvenez, mon cher ami. Oui. C'était sa première apparition. C'était sa première apparition à la télévision. Et on avait parlé de crise à l'USMA. On en avait bien discuté. Comme quoi une saison peut se jouer sur rien du tout. On parlait de crise, là on sent l'union au sein de l'USMA. Un club en crise qui arrive en demi-finale de Coupe d'Afrique, moi j'en voudrais pas mal. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait. D'ailleurs, félicitations à l'USMA, et j'espère qu'ils vont pouvoir aller, cette fois-ci ils avaient été finalistes de cette coupe-là, j'espère qu'ils vont pouvoir la remporter cette année. On va parler justement de cette demi-finale tout à l'heure pendant l'émission. On passe à présent à l'équipe nationale et à cette CAN U17 après le jingle. Alors donc, je le disais, l'équipe nationale, malgré toutes les difficultés, se qualifie pour les quarts de finale de la CAN U17. On va le résumé du match Algérie-Congo disputé vendredi soir avec notre ami Fatah Abada. Dure fut la soirée de nos jeunes capés hier au stade Nelson Mandela. Nos Fennecs ont buté sur une sélection congolaise conquérante, très combative et qui a exercé un pressing très haut sur notre équipe. Les assauts des Abigaoumba et autres Ayelumba ont failli surprendre les Verts. N'était-ce la vigilance du gardien algérien Mathias Hamash qui était dans un grand jour et qui à lui seul a inhilé pas moins de 3 occasions nettes de scorer. Les coéquipiers de Rami Bouawish se sont contentés de quelques contres timides qui n'ont pas du tout inquiété le keeper congolais Chelsea. Le début de la seconde période ressemblait à la première. Des Congolais qui pressent et des Algériens qui évoluent par contre. Un de ces contres, justement, a failli faire mouche lorsque Ziad Mohamed récupère le ballon et serre Chetiwi qui rate lamentablement face au gardien Chelsea. À la 66e minute, les Congolais, fort justement, et après un mauvais renvoi de Hamesh, Ndouzougou ouvre la marque pour les siens. Rizki Rahman opère alors un changement en faisant incorporer son buteur maison Muslim Anatov. Et cela s'avère payant puisque l'enfant du Sud nivele la marque à la 74e minute dans un stade en délire. La finale, c'est une finale pour le ticket à la Coupe du Monde. On va tout donner, on est obligé. Si on est rendu là, c'est pas pour rien et on est obligé de tout donner. Franchement, l'équipe congolaise n'était pas facile à jouer, avec des joueurs de qualité. L'essentiel, après la débâcle face au Sénégal, le moral des joueurs n'était pas au beau fixe, mais nous avons su les remobiliser malgré la pression qui était sur leurs épaules. Le plus important pour nous, c'est de nous qualifier au mondial. Moi, je dis à les enfants que je suis fier de eux pour le match qu'on a fait dans un grand stade avec beaucoup de public. À mon avis, peu importe si la qualification arrive ou n'arrive pas, c'est la prestation qui compte. Ça veut dire que les enfants ils sont arrivés à un degré de formation que l'équipe algérienne, avec la Somalie, j'ai vu une grande équipe. Aujourd'hui, il faut aussi tenir compte qu'il y avait beaucoup de pression. Et en conséquence, les enfants, je l'ai vu un peu, il a eu un peu freiné pour cette chose. Mais j'ai dit au coach qu'à mon avis,
c'est encore le favori pour la première place. Les 10 dernières minutes ont été globalement équilibrées jusqu'au coup de sifflet final avec une qualification au forceps mais méritée des jeunes Fennecs. Donc, victoire, plutôt qualification pour notre équipe nationale. Je vais commencer par notre invité, Nadel Leknaoui. J'imagine que vous suivez évidemment cette compétition, même si vous avez d'autres chats à fouetter ailleurs, puisque avec le Paradou, il y a une fin de saison assez compliquée qui vous attend, mais c'est bien de voir le niveau, notamment de ces jeunes joueurs et notamment de cette sélection algérienne. D'autant plus qu'il y a des joueurs du Paradou. Exact. Il y a pas mal de joueurs du Paradou. L'académie, oui. Et comment avez-vous trouvé ce premier tour des Verts avec une victoire, avec beaucoup de panache face à la Somalie, après une désillusion face au Sénégal, et ce match nul salvateur face au Congo? Bon, quand on voit le début, c'était bien, avec une belle victoire, un bon début. Ça a donné beaucoup de force pour les joueurs, même le staff. Mais après, il y a eu la déception du Sénégal. Le Sénégal, on est tombé sur plus fort, voilà, sur un plus fort que nous, sur tous les plans. Donc, ils nous ont vraiment assommés. Et je pense que le troisième match, un bon match nul qui nous fait du bien pour une qualification. Et on était mené, hein, c'est bien déjà on est revenu. De voir la réaction des joueurs, ne pas baisser les bras. On est revenu après un changement qui a été effectué. Donc tout ça c'est bien. Donc tant mieux qu'on ait passé pour disons les quarts de finale, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de pression sur ces jeunes-là, le fait que l'Algérie organise cet événement quand on est joueur à 17 ans, vous qui connaissez à présent, on va dire que vous côtoyez les jeunes joueurs au Paradou. Et le Paradou qui joue pour sa survie là aussi. Est-ce que vous pensez que quand on est jeune, on a tendance à mieux gérer la pression ou pas du tout? Il y a l'impact de pression qui peut un petit peu gêner un petit peu l'évolution du jeune footballeur, surtout avec la présence du public. Exact. Donc tout ça peut un petit peu diminuer les capacités du footballeur. Très très bien. Ahmed Lalébé là aussi sur cette qualification, on va dire, elle est méritée quand même, malgré que le Sénégal évidemment avec 3 victoires en 3 matchs a montré qu'il était le favori, le grandissime favori pour ce tournoi, mais l'Algérie a pu décrocher ce match nul qui lui permet d'arracher cette deuxième place. Oui, heureusement, alhamdoulilah, on est arrivé à passer ce cap pour les quarts de finale. Moi je dirais tout simplement que pendant les 3 matchs, j'ai vu 3 visages complètement totalement différents, contre la Somalie, contre le Sénégal. C'est pas la, mais comment expliquer ces 3 visages au final? Le 3 visages, c'est par rapport d'abord au staff technique, parce que quand on voit l'évolution, je parle du contenu de jeu, je vais parler d'abord du match du Congo. J'ai remarqué qu'avant le changement de Anatouf et de Belhouli, on avait l'impression, j'avais l'impression que les consignes qui ont été données, c'est beaucoup plus géré, on était en mode de gestion, pour ne pas encaisser le nul, le partout. Alors que moi j'avais dit qu'il fallait attaquer pour au moins gagner ce match, ne pas jouer pour le nul. Et puis le visage qui a changé, c'était beaucoup plus les 2 rentrées de Belhouli et de Natouf, parce qu'on a senti que le bloc équipe est monté un petit peu d'un cran. Et puis là, le but égalisateur de Anatouf que je considère un joueur pétri de qualité. D'abord, il a une force de caractère, il a une certaine personnalité, alors que c'est encore un enfant. Ouais. Et puis, les 3 buts qu'il a marqués, Saïd, il a marqué 2 buts à une seule touche de balle. Et un c'est but, le buteur de cette sélection. Oui, buteur, mais comment dans la surface de réparation, il a ce sang-froid avec le gardien, il ne s'emporte pas. C'est un opportuniste, hein, on l'a dit déjà après ce premier match disputé face à la Somalie. D'ailleurs, on va écouter Mslem Manatouf ainsi que Mehdi Boutelja, Abdelhaq Benider et Youssef Belkaïd au micro de Fatah Abada. أول شيء الحمد لله يا ربي الحمد لله حققنا أهم شيء تأهل حققنا Alhamdoulilah. L'essentiel, c'est la qualification. C'était un match difficile. Les Congolais nous ont devancés au score, mais avec de la volonté, nous sommes revenus. Merci à tous mes coéquipiers. Les changements de l'entraîneur étaient bénéfiques. Nous nous sommes bien concentrés et nous sommes en quart de finale. التغييرات اللي قام بها المدرب الحمد لله يعني قدمنا إفادة لما دخلنا. درنا بريمير ميطون بون بريمير ميطون. On a fait une bonne première mi-temps. Avec les rentrées de Mslem Anatouf et de Belhouli, on a fait la différence. Bravo à toute l'équipe. Bravo pour cette qualification. L'état d'esprit en deuxième mi-temps était différent.
On voulait se qualifier et on l'a fait. Il nous reste un match des quarts de finale pour atteindre notre objectif qui est la qualification au mondial. On ne s'attendait pas à cette forte entrée des Congolais. Ils ont tout donné et nous aussi. Notre coach a changé le schéma en deuxième mi-temps. On a pu égaliser juste après leur but. On est qualifié et on part à Constantine. Et à Constantine, l'équipe algérienne affrontera l'équipe du Maroc. Le Maroc qui a été battu hier face à la Zambie, je crois. C'est la Zambie, c'est ça. Donc, on va dire c'est un derby maghrébin qui promet à Abdelnour. Il promet. Ben moi, je ne vais pas revenir un peu sur les 3 matchs. L'essentiel, c'est d'avoir passé ce cap-là. Maintenant, on est à 90 minutes ou 120 minutes d'une qualification à la Coupe du Monde. C'est ça, on rappelle que la victoire ce mercredi garantirait. La garantie. Tout à fait. Oui, c'est une qualification. On va dire déjà un objectif d'atteinte. Je crois que l'objectif numéro 1, c'était. Ça reste ça. Absolument. C'était d'abord se qualifier en Coupe du Monde. Le second objectif, c'est d'essayer de remporter cette Coupe. Maintenant, c'est vrai que c'est un derby. On a parlé de manière de jeu, on a parlé de tout. Maintenant, un match comme ça se gagne. Moi, peu importe la manière, moi, le plus important, en tant qu'Algérien, je ne parle pas en tant qu'entraîneur, c'est de sortir ses tripes et de se qualifier à la Coupe du Monde. Et j'imagine que le stade Chahid Hamlaoui sera Constantine, ça fait très longtemps que Constantine n'a pas reçu une compétition officielle. Ouais. Et je connais très bien les Constantinois pour être pratiquement à 50% Constantinois. Donc, ce sont des supporters qui vont encourager cette équipe à fond et j'espère qu'ils vont avoir les capacités de se surpasser. Parce que là, il est question de se surpasser pour se qualifier en Coupe du Monde. Et même, d'après les déclarations qu'on a vues des joueurs, sans que les joueurs, ils en veulent vraiment. Exactement, ils sont motivés. Moi, j'aime bien la communication de ces joueurs et j'aime bien leur enthousiasme depuis longtemps. Vous avez entendu parler à Natov. On a l'impression que c'est un joueur qui a une expérience mature. Absolument. Ouais. Non, mais ce que j'ai aimé chez ces joueurs-là, c'est que même après la défaite face au Sénégal, il y en a qui acceptaient de parler, ils étaient très professionnels dans leur communication. Ouais. Parfois, ça manque chez les pros. On a tendance à dire. Oui, c'est vrai. Chez les pros, que ce soit en Ligue 1 ou même en équipe nationale, quand ça perd, je comprends la frustration, la déception, mais parfois, il faut parler aussi aux médias, expliquer s'il y a... Des fois, il y a ceux même qui refusent des déclarations. Oui, très souvent. Voilà. Donc, moi, j'ai aimé l'état d'esprit de ces jeunes joueurs qui ont parlé, qui ont dit qu'on allait tout faire pour se racheter face au Congo, ce qui a été fait. Ça prouve qu'ils ont du caractère. Oui, il y a du caractère, il y a de la volonté. C'est des moins U17. Oui, c'est 16-15 ans. Pour moi, ce sont encore des enfants. Exact. C'est des enfants footballeurs. Mais qui, en tout cas, ont prouvé leur attachement pour cette sélection nationale. Sur ce match face au Maroc, Nadir, comment doit-on l'aborder? C'est vrai que le Maroc reste une bonne équipe, là aussi. On a eu à les battre en finale de la Coupe arabe il y a quelques semaines de cela. Est-ce que, selon vous, cette victoire va permettre à Rizk Irmen de motiver ses capés une nouvelle fois? Oui, quelque part... il va utiliser ça. Ce match. Et là, Abdelnour a évoqué quelque chose. Il a dit là, peu importe, il faut se qualifier. Il faut aller en demi-finale. Donc, moi, je pense que Rizk Irmen, il est assez rusé. Il a de l'expérience, surtout dans le domaine, disons, le football jeune. Donc, je pense, il connaît très très bien cette équipe du Maroc. Il la connaît très très bien. Analysé auparavant. Donc, je pense qu'il va mettre en place une stratégie de jeu. Peut-être qu'il ne va pas se découvrir, peut-être qu'il va les attendre, mais chose est sûre, les deux équipes vont jouer prudent. Très très bien, donc évidemment on lance un message à nos amis, notamment de Constantine, de venir en force. Ils y seront. Sur ça on n'a pas de doute, mais aussi il faut rester fair play. Quoi qu'il en coûte, même en cas de défaite, ça reste un match de foot. Ça reste un match de foot, il faut encourager les jeunes, il faut rester fair play et montrer à toute l'Afrique que le supporter algérien,
il est civilisé, et justement qu'on est prêt pour organiser la CAN 2025. La présence du public, elle va donner beaucoup de force pour ces jeunes-là. Elle va vraiment les stimuler. Très très bien. Ouais. On va voir dans quelques instants le classement de ce groupe A, sachant que le Sénégal, là aussi, sans forcer, a battu la Somalie 3-0 dans l'autre match. On va suivre le classement de ce groupe A à l'issue du premier tour. Voilà, donc le Congo, troisième de ce groupe A. On passe à présent, donc toujours on reste avec cette CAN U17. On a un petit peu mis en lumière notre équipe nationale, mais il y a d'autres groupes là aussi dans cette CAN et on va voir le bilan de cette phase de groupe. Sachant qu'il y a un match pendant l'enregistrement de notre émission, il y a un match qui se joue en ce moment même dans le groupe C. En tout cas, Salah Derbel nous fait le résumé, ou plutôt le bilan de cette phase aller. Phase premier tour plutôt de cette CAN U17. On va suivre le sujet, on revient. C'est avec 3 groupes et 11 nations africaines que cette CAN U17 a débuté. Le Soudan du Sud a été disqualifié de la compétition avant même qu'elle commence en raison de la présence de 3 joueurs âgés de plus de 17 ans. 14 rencontres ont été jouées jusqu'à présent et 6 équipes sont déjà qualifiées en quart de finale. 33 buts marqués et seulement 2 matchs nuls lors de cette phase de groupe. Les matchs où le plus grand nombre de buts ont été inscrits sont Afrique du Sud-Zambie, qui s'est soldé sur un score de 3-2 en faveur des Sud-Africains. Et Nigeria-Afrique du Sud, qui s'est terminé sur le même score, mais cette fois-ci à l'avantage des Nigérians. Cette première partie de la CAN a offert au public un beau spectacle, du fair play et surtout un bon niveau technique. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se sont qualifiés pour les quarts de finale. Dans le groupe A, le Sénégal avec un parcours sans faute a terminé à la tête du classement, suivi de l'Algérie avec 4 points. Dans le même groupe, le Congo a réussi à se qualifier en tant que meilleur troisième avec 2 matchs nuls. Le groupe B a vu le Maroc et le Nigeria assurer leur qualification avec 6 points chacun. Et enfin, c'est le Mali qui a fini en première place dans le groupe C. En attendant le match entre le tenant du titre, le Cameroun et le Burkina Faso, pour définir le deuxième du groupe C et le meilleur troisième entre ce même groupe et le groupe B. Les prochains matchs opposeront alors le Sénégal au meilleur troisième, soit du groupe B ou C, l'Algérie au Maroc, le Mali-Congo et le Nigeria au deuxième du groupe C. La lutte s'annonce acharnée en quart de finale pour décrocher les 4 billets pour la Coupe du Monde U17 prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain. Voilà, on parlait sur plateau de justement c'est les meilleurs troisièmes. On aurait aimé voir ces équipes, pourquoi pas. Oui, ça aurait été mieux et le niveau. Voilà, on aurait vu un meilleur niveau. Exact. Justement, sur ce niveau-là, Abdelnour, vous avez suivi pas mal de matchs. Comment trouvez-vous j'ai trouvé que certaines équipes africaines ont quand même un niveau assez appréciable. Nigeria, Sénégal. Oui, on a vu le Nigeria, on a vu le Sénégal, on a vu ceux de notre groupe. On parle de la Somalie qu'on découvre. Et moi, je suis sûr et certain, en continuant à travailler de la sorte, ils vont quand même progresser et faire quand même pas mal à beaucoup d'équipes. Ensuite, il y a le Nigeria, c'est certain, il y a le Cameroun, il y a le Maroc, l'Algérie, pour moi le Sénégal c'est au-dessus. C'est le numéro, et je crois que ça va être le favori pour cette coupe. Et à la mi-temps, donc, le Burkina Faso et le Cameroun sont à 0 partout. On passe à présent à la Liga après ce jingle. Et la Ligue 1, donc, toujours au repos, puisqu'on a décidé de faire jouer tous les matchs en retard avant la reprise donc, de la 23e journée, dans quelques jours. Et on a eu droit à un beau match, en tout cas sur le papier.
le CRB qui accueillait l'Entente de Sétif. On va voir le résumé de cette partie. On revient au débat. C'est le coup d'envoi de cette partie à l'instant donné par l'arbitre Bilal Soltani. Et donc le CRB qui part à l'attaque avec Boussouf. Boussouf, l'ancien joueur de l'Entente de Sétif. Donc voilà. Samy pour Belkhiter, parfaitement joué. Belkhiter qui va centrer au deuxième poteau. Bouras qui marque le but. Le premier but de cette partie. Bouras, l'ancien joueur de l'Entente de Sétif qui crucifie ses ex en ouvrant la marque après un superbe action, Ahmed Lahlibi. Ah oui, superbe action et puis bien construite côté droit. La passe en entrée, c'est la meilleure passe au monde. Ah oui, moi j'attendais un centre, mais parfaitement joué par Belkhiter. Quelle expérience! Quelle expérience de Mokhtar Belkhiter qui remet le ballon, passe en retrait pour Bouras. Là, il reprend le ballon quand lui vient et il marque un très beau but. Belkhiter, bien joué avec Bouras. Bouras qui remet à Belkhiter. Belkhiter au deuxième poteau, voilà. Belkhiter qui a voulu frapper, tenter sa chance. Il a été un peu gourmand. Inscrit par l'ancien joueur du Paradou, Boussouf. Iwala qui va retrouver Boussouf. Boussouf qui va frapper. À côté. Ah oui, qui va frapper Dalaoui. Ça passe à côté. C'est bien ce qu'a fait Dalaoui, très bien tenté, mais malheureusement il était un petit peu excentré. Si c'était au niveau de l'axe, ça aurait été meilleur. Et voilà cette frappe qui passe pas à côté, qui ne passe pas très loin, je veux dire. Là, on fait attention, coup de tête, signé Kded. Et ça revient à Belkhiter. Belkhiter parfaitement joué. Belkhiter sur le côté gauche pour Bouras. Bouras qui va centrer. Là aussi, Bouchard qui loupe son face-à-face alors qu'il était face au but. Voilà, très belle passe en profondeur de Belkhiter sur Bouras en triangle. Qu'est-ce qu'il a raté Bouras sur cette action? Il n'a pas accompagné le ballon dans le bon sens. Il n'est que 10 secondes et à l'instant, l'arbitre Soltani qui met un terme à cette rencontre qui a vu donc le CRB s'adjuger les 3 points une nouvelle fois devant l'Entente de Sétif, 1-0, but signé. Et le CRB qui gagne comme à chaque fois, notamment à domicile. Ahmed Lahlibi, on était ensemble pour le commentaire de ce match. On va dire que là, avec du recul, il faut dire que l'entente n'a pas existé dans ce match. Oui, tout à fait. C'est un match qu'on a commenté ensemble. On avait parlé de cela pendant le déroulement du match. Moi, je dirais tout simplement qu'après la désillusion du CRB en Champions League, le CRB s'est réconcilié d'abord avec ses supporters. Et puis, on a vu que... Et le stade, on rappelle que le match s'est joué sous une forte affluence. Absolument, ça fait absolument. très très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde au stade du 20 août. Exactement ça. Je disais que l'entame du match du CRB était un petit peu inquiétante parce qu'on a senti que le bloc équipe de cette équipe de l'Entente Sétif a joué avec un bloc médian. Jusqu'à 20 minutes de jeu, l'Entente Sétif a fait une possession au milieu de terrain, en défense, mais sur le plan offensif, on n'a rien vu. Et puis juste après le but marqué par Bouras à la 21 minutes de jeu, on a senti que le CRB a déroulé son jeu. Le CRB ça a joué sans être inquiété. Et puis en face, l'Entente Sétif doit se mordre les doigts parce qu'en deuxième temps, on a vu que le compartiment défensif du CRB a joué tranquillement. Ils n'ont pas été sollicités. Ils ne peuvent pas s'en mordre les doigts parce qu'au final, l'Entente n'a rien fait pour justement marquer. Ils doivent se mordre les doigts parce qu'ils n'ont pas attaqué. Ils avaient la possibilité d'aller vers l'avant. Oui, sur le plan notamment des joueurs. Justement, coach, moi je l'ai dit pendant mon commentaire du match, et même Bilal Ziri à la fin du match l'a souligné, en disant le dernier match officiel de l'USMA, c'était le 8 avril face à l'USMA. Un mois. Et c'est compliqué d'affronter une équipe qui joue régulièrement. En l'occurrence, le CRB Louis Z. Quand on est entraîneur, c'est un casse-tête pour vous. Oui, c'est un casse-tête d'abord, avant de parler côté terrain et disons, rythme de jeu, il y a déjà des joueurs à gérer.
C'est-à-dire le joueur chaque semaine, c'est vrai. Chaque fin de semaine, normalement il y a une compétition. Il y a quelque chose qui le stimule. Donc à chaque fin de semaine, il n'y a pas. Et même moi, j'ai suivi un petit peu les déclarations de Bilal. Ça veut dire qu'il n'a même pas trouvé des matchs amicaux. Il n'a même pas pu programmer des matchs amicaux. Donc tout ça a fait que l'entente, disons, manquait de rythme. Voilà, c'est ça. On sentait qu'au niveau du rythme, il y avait un souci chez les joueurs de l'entente, même au niveau, notamment sur le plan offensif. C'est vrai que les 20 premières minutes jusqu'à l'ouverture du score de Bourras, l'entente était bien en place, sachant qu'il y avait une forte pression sur les joueurs du CRB après ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Il y a deux situations dans ce genre d'arrêt d'un mois. Une équipe qui est sur sa lancée, surtout concernant l'entente, qui joue pratiquement une deuxième place. Troisième au classement général. Donc il y a une cassure. Ouais. Par contre, moi, si jamais je pose la question maintenant à notre ami, je lui dis, est-ce qu'un mois ça t'aurait fait du bien? Il m'aurait dit certainement oui. C'est sûr. Parce que c'est une équipe qui est en train de se rechercher. En un mois, il a le temps de travailler. Donc il y a quand même une différence énorme entre une équipe qui joue le titre ou qui joue une place africaine, et il y a une cassure d'un mois contre... Non. Cassure, on a vu deux équipes différentes. Absolument. Une équipe qui jouait chaque semaine avec une compétition continentale. Il y avait du rythme. Et une équipe qui n'a pas joué un mois. Donc la différence, elle était... Juste pour la petite précision, puisqu'on a devant nous Nadir qui est sur place, qui travaille régulièrement. Il a parlé des contenus des séances. Bon, là, vous avez parlé de comment gérer les joueurs. Oui. Moi, je dirais, je voudrais avoir votre avis aussi. Concernant la planification des charges de travail, est-ce que ça vous pose problème? Parce qu'il n'y a pas un microcycle compétitif vers la fin, où vous pouvez faire votre évaluation. Est-ce que le fait de ne pas jouer la compétition, ça vous pose problème? Déjà, ça, c'est par rapport aux périodes. Actuellement, on est en fin de saison. Donc là, on maintient. On fait un travail de maintien. Mais si on était au milieu ou en début de saison, dès qu'il y a un arrêt, on intensifie un petit peu. On intensifie on augmente la charge. Voilà, pour toujours rester. Mais actuellement, on est en fin de saison. Et on voit que c'est une saison très longue. Donc, il ne faut pas trop tirer sur les organismes. On maintient. C'est un travail de maintien. Malgré que vous avez la chance de bosser avec un effectif assez jeune, donc au niveau, je pense, qui assimile, qui supporte la charge, notamment physique. Donc le CRB, messieurs, on va dire que le CRB, est-ce que, Abdenol, le CRB a tué le suspense, on va dire, comme ça, en championnat. Il reste quand même quelques matchs, encore quelques points à grignoter, mais je pense qu'ils sont... Avec 8 points d'avance sur le CSC, avec un match en retard, 13 sur le Mouloudia et l'Entente. Ils sont sur le 4e titre consécutif, ça c'est pratiquement certain. À moins qu'il y ait un accident. Un accident qui perd tous leurs matchs. Plus qu'un accident, on peut parler d'un carambolage. Mais il faut quand même dire que le CRB gagne, c'est certain. Mais gagne avec des difficultés. Donc c'est vrai qu'hier, sur le match d'hier, un grand CRB aurait pu gagner 2-3 buts à 0. Au vu du contexte du match. Et notamment... moi, je pense qu'ils sont déjà sur un 4e titre. Il faut se ménager aussi. Donc, absolument. Voilà, on a fait le tour de ce match. On passe à présent à l'autre rencontre disputée vendredi. Et c'était un match couperé, là aussi, entre la jeunesse sportive de Kabylie et l'USM Alger pour la première de Youssef Bouzidi. Tout ça raconté par Sidi Ahmed Bouraïb. Devant un public très nombreux venu soutenir leur équipe, les coéquipiers de Boumeshra prennent les choses en main et dominent les débats dès le début. Après une occasion concrète ratée par Souyad, Boukhanchouch libère les siens à la 33e minute après avoir repris un coup franc botté par Boumeshra. C'était Boukhanchouch et l'arbitre qui valide ce but. Et la JSK qui ouvre le score. Les Canaries qui mènent 1-0 la route vers le sauvetage. Et là, je pense au vu de la... Les locaux auraient pu doubler la mise, mais Gnina rate devant des bois vides après une sortie hasardeuse de Benbot. En deuxième période, les Ussumistes n'ayant plus rien à perdre se ruent en attaque, mais butent sur une défense kabyle bien organisée. À 10 minutes de la fin, Boualia aurait pu plier le match avec ce tir. L'arbitre siffle la fin de la rencontre sur le score d'1 but à 0. De 3 points face à l'USMA, une victoire.
Avec cette victoire, la JSK revient à 1 point du PAC, premier non relégable. Voilà donc victoire au forceps pour la jeunesse sportive de Kabylie. Mais quelle est précieuse cette victoire, messieurs. Et ça permet à la JSK de recoller au Parado Athletic Club avec seulement 1 point de retard sur cette partie. Abdennour, justement, je le disais, face à l'USMA, l'impératif pour la JSK, c'était de gagner. Et il y a eu victoire au final. C'est sûr que le plus important pour ce match-là, c'était les 3 points. Il ne faut pas oublier que, on sait très bien quelle est la situation de la JSK aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'USMA revient d'un déplacement, qu'ils ont... Il y a eu 7 joueurs absolument. Cadres ménagés. Ménagés, et ils se préparent pour la demi-finale. Ça n'a pas facilité les choses pour la JSK pour autant. Mais je dirais qu'ils ont tout fait. Ils ont fait le plus important, c'est d'avoir les 3 points. Ils l'ont fait de belle manière. Quoique l'USMA a arrêté quand même pas mal d'occasions également. Ouais, mais 3 points qui fait beaucoup de bien à la JSK. Sur ce match. Ah oui, d'abord, je salue les supporters parce qu'ils ont répondu à l'appel. C'est vrai qu'il y a eu ils ont répondu à l'appel, au message de Bouzidi, mais je pense que les supporters ont apporté un soutien énorme. Mais c'est bien pour cette équipe de la JSK qu'on adore. L'essentiel, c'était beaucoup plus gagner ce match pour essayer de souffler. Mais je pense que le plus dur reste à faire et il reste des matchs. La JSK doit confirmer. Je ne divulgue pas plutôt un secret en disant que les Knaoui auraient souhaité voir la JSK perdre ce match face à l'USMA. C'est pas coach. Il est à l'affût. Ah oui, c'est... Voilà, exactement. Non, la GSK reste la GSK. Ah, bien sûr. On lui souhaite tout le bien du projet. Voilà. Oui, après, sur le nom de la GSK, c'est évident, ça reste un grand club, mais au final, quand on joue, c'est du sport. Et si la GSK mérite de descendre... Parce que la GSK, c'est pas uniquement le championnat d'Algérie. La GSK, là, on aurait toute l'Algérie pendant plusieurs années. Donc la GSK reste la GSK. Avant de parler du Parado, justement, la GS Kabylie, le fait de voir, vous avez eu à jouer cette équipe il y a quelques semaines, et c'était là aussi un match couperé pour les deux équipes, notamment pour la vôtre. Vous receviez à ce moment-là à Dar el Beida. Justement, vous le disiez, vous le dites bien, quand on voit ce monument du football algérien souffrir autant. Absolument. Vous qui l'avez battu, comment avez-vous trouvé cette équipe kabyle? Bon, c'était un match très difficile. C'était un match très difficile, très disputé. Ça s'est joué sur des détails. Bon, c'est vrai que c'était le mois de carême. Il faisait très très chaud. On n'a pas vu un grand niveau. Mais je pense que... Comment avez-vous motivé vos joueurs à ce moment-là? Puisque certains diront que la JSK qui jouait en ce moment, à cet instant, la Ligue des Champions et qui parvenait à battre de grosses cylindrées en Ligue des Champions africaine, pour votre jeune équipe, certains diront que sur ce match-là, on avait tendance à dire que le Parado, avec des jeunes joueurs, pouvait rater son match. Mais au final, c'est le Parado qui a joué sans pression cette partie. Mais même Saïd, on n'avait pas le choix. On était dans le mur. Donc cette victoire était impérative. C'est vrai. Donc c'est vrai, on s'est bien préparé pour ce match-là. Bon, je dirais aussi qu'on a bien pris les points forts, les points faibles de la JSK, et on a misé sur ça. Et on a pris notre point. Il y a eu la victoire. Voilà. Justement sur cette lutte pour le maintien, coach, la JSK qui revient à un seul petit point du Parado. Il y a toujours 2 matchs à disputer en retard pour la JSK et un autre pour le Parado. Et en cas de victoire, notamment de la JSK de ces 2 matchs, elle reviendrait donc à 26 points donc avec le NC Maga. On va dire que là aussi, ça va être une lutte. On a tendance à dire que ça va se jouer entre la JSK et le Parado. Mais si les 2 clubs venaient à gagner leur match en retard, Magra n'est pas encore sorti de l'affaire, l'AS Ochleuv, Biskra, ça va être dur jusqu'à la fin au final. Oui, là, il faut jouer, il faut gagner des matchs, il faut gagner le maximum, il faut récolter le maximum de points. Il faut bien gérer ces matchs. Le maximum de points va nous donner un bon classement. Voilà, on va être bien. Très très bien, on va voir justement le classement, vous faites bien de le souligner, Nader El Knaoui, le classement après le déroulement donc, de ces 2 matchs en retard.
vous faites bien de parler du Mouloudia. Mouloudia, j'allais vous poser la question à Abdelnour. Le Mouloudia d'Alger qui affronte le CRB ce mardi au stade du 5 juillet. Là aussi, un match important, notamment pour le Mouloudia d'Alger. Bon, pour les deux équipes, évidemment. Mais le Mouloudia qui reçoit, en cas de victoire, reviendrait à 10 points du CRB et surtout reviendrait à 2 points du CS Constantine, deuxième au classement. Et c'est très important pour la Ligue des champions africaine. Absolument, d'ailleurs, c'est l'objectif numéro 1 du Mouloudia. Bon, même si peu. Et Baumel nous l'a déclaré durant notre émission en disant que l'objectif sera d'emmener le Mouloudia d'Alger à la Ligue des champions africaine. Absolument, ça reste quand même un objectif. Hein. Bon, même si le CRB maintenant a pris suffisamment d'avance, et je crois que les jeux sont faits pour cela. Mais le Mouloudia espère jouer une. Et comment voyez-vous ce match de ce mardi? Vous pensez que le Mouloudia va attaquer, va chercher à gagner? Vous savez, il y a eu à peu près la même chose, parce que le Mouloudia, ça fait quand même également un bon bout de temps qu'ils n'ont pas joué. Hein. C'est un peu à l'image de. Ils ont joué un match amical récemment face à El Bier. Bon, match amical. Face à l'Alba. Oui, ça reste. Oui, mais ça remplace jamais la compétition officielle. Donc, le CRB vient de jouer un match. Ils ont 3-4 jours de récupération. Mardi, donc ça va être... Moi, pour le CRB, je pense qu'un nul, ça serait une très bonne chose. Le Mouloudia, par contre, sera obligé d'empocher les 3 points. Et ce match va se tenir, je pense, en tout cas... il va y avoir foule. Il va y avoir foule. Vous n'avez rien constaté depuis la venue de Baumel? Depuis au niveau des résultats, pas de défaite pour l'instant. Et en plus, le Mouloudia n'encaisse plus de buts. Ah oui, c'est intéressant. C'est important dans le football. Ouais. C'est important, effectivement. Depuis son arrivée. Moi, en attendant, j'ai pas envie de parler d'effet Baumel parce qu'il n'a pas eu énormément de matchs à encore disputer. Oui. Mais vous faites bien de le souligner parce que Mouloudia encaissait souvent beaucoup de buts. Ouais. Et ça, on voit le technicien, le coach qui supervise toutes les équipes de Liga, bien évidemment. On va rester avec la jeunesse sportive de Kabylie, là aussi, puisque la GSK cette saison, malheureusement, déjà que ça va mal en championnat, et c'est un tourbillon pas possible au niveau de la direction, avec notamment, mais on va dire que c'est une bonne nouvelle, puisque là, Mobilis officialise son arrivée à la tête du club, puisque c'est tenu hier après-midi au siège du club à Tizi Ouzou, si on peut appeler ça siège du club, parce que ça, justement, je lance un message, voilà, on va voir l'un des responsables de Mobilis, regardez le siège d'une légende, d'un club légendaire en Afrique. Je pense que la première des choses après la fin de saison que doit faire Mobilis, c'est justement de mettre en place un siège qui doit honorer un tel club. C'est insurmontable. Moi, j'ai hésité à mettre ces images-là parce que c'est une humiliation totale pour un tel club de montrer un garage. C'est inconcevable avec tout l'argent dépensé ces dernières années. Mais bon, la GS Kabylie, je le disais, donc un conseil d'administration, nouveau conseil d'administration qui a été donc intronisé hier après-midi, et un nouveau président, à savoir Achour Chelloul, justement. Le conseil d'administration donc compte dans ses rangs 5 personnes, 4 figures, en tout cas, appartiennent à l'entreprise Mobilis, donc désormais propriétaire, pratiquement, on va dire... propriétaire du club à 72%, voilà, c'est quasiment... C'est majoritaire. C'est majoritaire, donc c'est le Mobilis qui décide. Et donc, Mobilis a décidé de nommer Chelloul à la tête de cette équipe, à la tête du club. On va l'écouter, Chelloul, justement, juste après son intronisation, qui parle des objectifs de la GS Kabylie pour cette fin de saison. 4 cadres de Mobilis, dont moi je suis désigné par Mobilis, comme 5e. Donc, le conseil d'administration m'a désigné comme président de la SSPA GSK. Faire ça tout de suite. Vous savez maintenant la crise là où on est, donc on doit sauver d'abord le club. On va présenter un cahier de charges et un organigramme de travail pour prendre des décisions, et c'est des décisions collégiales. C'est avec le conseil d'administration. On va garder le même effectif sans aucun problème, même avant qu'il soit, c'est-à-dire validé par le conseil d'administration, par tout le monde. Et on va appeler un renforcement
des gens qui vont aider ce club à sortir de ce marasme. Le public, c'est pas. La JSK n'appartient pas ni à Mobilis, ni à Flan, ni à Flan. Il appartient au public. C'est le public. Les supporters de la JSK, une seule la JSK. Nous connaissons des gérants pour un temps bien déterminé. Et le public, ils doivent s'unir. Le seul objectif, c'est de sauver ce club et d'y aller en avant. Merci à Mohamed Oudeya, donc Oudeya plutôt, qui nous a ramené cette déclaration. On l'a écouté. Achour Cheloul, là aussi. Achour Cheloul qui a travaillé, on va dire, avec les deux anciens présidents, avec Cherif Mellal dans un premier temps, puis il a rejoint le bureau de Yazidi Arichen et le voilà désormais intronisé président de ce club plutôt, la GS Kabylie, président du CSA. Son arrivée à cette période de la saison, comment on doit l'interpréter? D'abord, il a de l'expérience, puisqu'il a fait partie des deux anciens. Bon, une certaine expérience, on va dire. Bon. Même s'il n'est pas issu du monde du football, là, il faut être. Mais faut le dire. Moi, quelquefois, ça me. Non, sincèrement, quelquefois, je me pose la question de savoir, mais pourquoi être spécialement du monde du football pour être président? On peut être président et gestionnaire. Pour le football, il y a des gens qui sont capables de gérer le football. Je suis d'accord avec vous. Quand on désigne un directeur sportif, Pérez c'est plutôt un manager Le président du Real de Madrid est footballeur. Sauf qu'il y a le président du Paris Saint-Germain qui est son conseiller. Le président Aulas à Lyon, c'était un footballeur. Non. Quand on parle de Nicolas, même nos anciens dirigeants, nos anciens présidents. Je suis d'accord. Au niveau de la gestion, on est totalement. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir. Mais on parle de professionnalisme. Je vais vous interrompre. Puisque vous parlez de la GSK, on va rester sur la GSK Kabylie. Yazidi Arichen, qui n'est pas issu du monde du football là aussi, a fait n'importe quoi durant l'intersaison. Et on voit la GSK où elle est actuellement. Parfois ça réussit, parfois non. Ce que je dis, c'est que c'est pas une obligation, mais il doit s'entourer, bien s'entourer. Par contre, il faudrait avoir à ses côtés une direction technique, un managériat spécifique du football. Et c'est ce manager qui recrute. Absolument. Voilà. C'est ce que je dis aussi au niveau de la. Évidemment, on a tendance à parler des. Et là, maintenant que Mobilis a repris donc officiellement les rênes du club, on pense les choses vont. Donc il faut structurer sérieusement ce club, tout simplement. Moi, je pense que là, c'est un moment très crucial pour le club. C'est vrai qu'il y a Mobilis qui a pris les rênes. Et là, je pense qu'ils vont essayer de s'appuyer sur cette victoire qui va donner beaucoup d'oxygène. Là, on a entendu Cheloul, il dit que la GSK appartient aux supporters. Oui, ça a été tout. Dans tous les cas. Et on l'a vu, l'appel des supporters a été entendu par l'entraîneur Youssef Bouzidi. Et sur ça, on peut faire confiance à Bouzidi, qui sait comment motiver et les joueurs et les supporters. Oui, mais je pense que vous avez tout à l'heure dit qu'il faut qu'il change de siège. Moi, je pense qu'avec le nouveau stade qui a été construit, qui est un bijou, j'espère que la GSK va avoir son centre de formation également. Le centre de formation également. Oui, tout à fait. Je disais à Abdono que peut-être que c'est un nouveau départ pour le GSK. Oui, c'est un nouveau départ avec l'arrivée de Mobilis. Mais ça aide. On imagine que ça va changer dans les semaines à venir. La saison n'est pas encore finie, le club n'est pas encore sauvé. Ah oui, sur ça, il n'y a pas. Nadil Knaoui, vous n'avez jamais entraîné la GS Kabylie? Non. Mais pourtant, votre nom a circulé pas mal de fois. J'ai pu lire notamment dans la presse, et nous, en tant que journalistes, on a entendu parfois, on disait des contacts avec Nadil Knaoui. Est-ce que vous avez été contacté par le passé? Pas du tout. Non. Est-ce que justement le fait de voir cette équipe, on en parlait tout à l'heure, la GS Kabylie, avec tout ce qui se passe, et on voit cette ferveur des supporters, malgré une situation très compliquée en championnat, avec l'arrivée d'un nouveau président, avec l'arrivée d'un nouveau coach, là aussi, est-ce que vous pensez que ça va changer du côté du club? Disons, c'est les deux extrêmes. C'est ça. Ça passe ou ça casse, voilà. Exact. C'est ça passe ou ça casse. La phrase idoine. Il n'y a pas mille chemins. Ou bien ils vont réussir leur pari, ou bien ils ne vont pas réussir. Il n'y a pas. Et comment expliquer une JSK à deux visages en Ligue des Champions qui parvient
à atteindre les quarts de finale. Et ça manquait d'un rien pour voir la JSK se qualifier aux demi-finales, puisque face à l'Espérance de Tunis, à la fin, si Koussaïla, j'ai oublié son nom. C'est en tout cas les attaquants de la JSK avaient marqué ce deuxième but en toute fin de partie. Les données auraient changé, bien sûr. Les données auraient changé, il y aurait eu une qualification, j'allais dire historique, mais en tout cas au vu de cette saison, pour la JSK arriver en demi-finale, c'est un exploit. C'est un exploit, oui. Et au championnat, on a du mal. Comment l'expliquer en tant que coach, Nader? Bon, moi je dirais que peut-être que les matchs de Coupe d'Afrique, ça se jouait au 5 juillet, c'est une autre dimension. Je pense que le public au 5 juillet était plus positif. Exact. C'est vrai qu'à Tizi Ouzou, ça a été compliqué au départ, notamment sur plusieurs matchs où on mettait trop de pression sur les joueurs avant même le coup de sifflet, le coup d'envoi du match. Même les victoires ici au 5 juillet, c'était vraiment tiré par les cheveux, c'était difficile. Il y avait un public qui poussait vraiment, donc on sentait des joueurs qui puisaient pour toujours arracher cette victoire-là. Et je parlais de Koussaïla Boualia, bien évidemment, donc l'attaquant de la jeunesse sportive de la JS Kabylie. Comment voyez-vous cette fin de saison pour la JS, messieurs? Moi, je dirais que ça va être très très chaud parce qu'il y a 4 ou 5 clubs qui ne sont pas encore tirés d'affaire. Il y a un match, la JSK joue un match là aussi très important face à Khenchela ce mardi. Oui, à commencer par notre ami le Kneva qui on souhaite bon courage pour pouvoir maintenir le Paradou. Puis il y a Majorata contre l'USMA. Moi, je dirais que le destin de rester en Ligue 1 dépend de tous les clubs. Mais on va rester avec la JSK. Vous avez répondu de manière assez générale. Parlez-nous de la JSK avec ce match prévu face à Khenchela ce mardi. Khenchela qui reste sur une élimination assez difficile là, face à Arbo. Qui est un peu en perte de vitesse. Exactement. Vous savez, dans le milieu du football, je parle en connaissance de cause, avec cette victoire acquise par les GSK face à l'USMA d'Alger, va donner un nouvel élan. Parce que c'est vrai que Khenchela, c'est une très bonne équipe. Khenchela qui a assuré pratiquement son maintien. Il lui reste 2 victoires. Oui, en coupe, ça arrive de ne pas passer. Ça fait partie du jeu, c'est ça la Coupe d'Algérie. Et puis, cette JSK, je parle des joueurs, ils vont aller jouer à Khenchela avec un moral de fer. Je pense qu'ils peuvent ramener un bon résultat de Khenchela. Ah là, il reste quand même 10 matchs. Il faut pas... Pour la JSK, il reste 10 matchs, c'est 30 points en jeu. Donc moi, je pense qu'ils ont tout le... ils peuvent s'en sortir au même titre que le Paradou, si jamais ils arrivent à faire un maximum de points, non seulement à domicile, essayer de grignoter à l'extérieur. Vous savez, 10 matchs, c'est pas rien, c'est un tiers du championnat. Donc, il y a des équipes qui sont encore... Il y a des équipes qui sont encore très mal en point, qui se recherchent. Et actuellement, en parlant de Magra, on a parlé de Biskra, on a parlé un peu de Magra qui a enregistré l'arrivée là aussi d'un nouveau coach, à savoir Azdine Aïdjoudi, qui connaît lui aussi très bien le championnat algérien. Est-ce que ça va... Voilà, c'est ça. Est-ce que la mayonnaise va prendre avec lui ou pas? Mais ils sont dans une situation également difficile. Donc en 10 matchs, beaucoup de choses peuvent se passer. Et ça, on aurait pu le mettre, Abdelnour, vous auriez pu le mettre dans vos 3 points. Azdine Aïdjoudi, qu'on salue au passage, débute cette saison sportive. Il termine comme entraîneur. Voilà, en tant que président, il la termine pratiquement en tant qu'entraîneur. Je crois que pour lui, ça a été une expérience malheureuse d'être la présidence d'un club. En tout cas, là, c'est pas son dada du tout. J'ai pu discuter avec lui une fois, c'est une anecdote que je vais raconter. Lorsqu'il était notamment président à Bourg-Mlaïn, et à un moment donné, je ne sais plus qui était l'entraîneur, en tout cas, il a mis fin à ses fonctions, à cet entraîneur-là. C'était Kabri. Et c'est lui qui les a entraînés. Et à ce moment-là, je lui disais, tu sais, Asdine, là tu mets fin aux fonctions d'un entraîneur, et ben là tu peux comprendre le président parfois comment il réagit. Au moins il a eu le mérite quand même de financer son propre argent. C'est vrai qu'il y a eu, c'est ça. Mais après ça a mal. Mais moi je pense qu'il a beaucoup plus l'étoffe d'un entraîneur que d'un président. Un président, il faut avoir derrière des sponsors, n'est-ce pas, Nadir? Donc c'est compliqué, notamment avec le football professionnel. Tu peux mettre des milliards et ça ne réussit pas au final. Le cheminement logique d'une carrière,
c'est en fin de parcours d'entraîneur être président. Dirigeant. Mais on n'a pas vu, dirigeant. On n'a pas vu le contraire, un président qui devient entraîneur. C'est ça. C'est vrai que c'est assez innovant, on va dire. On va parler à présent du Parado Athletic Club avec notre invité, à savoir Nadir Leknaoui. Je le disais, le Parado qui souvent faisait confiance à ses entraîneurs. Il faut le dire, le Parado, c'était un modèle, notamment au niveau de la stabilité des staffs techniques, notamment. Ces dernières années, ça a un peu changé. Même si cette année, la direction du club, par l'entremise de son président, Zachi, a voulu quand même faire confiance à Tchalo, qui connaît bien là aussi la maison. Et Tchalo est venu nous voir cette saison, mais les résultats n'ont pas suivi. Donc à un moment donné, il y a eu séparation à l'amiable entre les deux parties. Et débarque un coach là aussi, on va dire, مؤلف شوية بالمشاكل, en tout cas, notamment sur le plan sportif. راس المحاين. راس المحاين, exactement, je cherchais le terme. Nadir Leknaoui qui n'a jamais peur, en tout cas, de relever les défis, et on l'a vu tout au long de votre carrière, Nadir. Pourquoi avez-vous accepté ce challenge, on va dire, du Parado Athletic Club, d'abord? Bon, déjà, le Parado, c'est un modèle, c'est un club qui ne se refuse pas, d'une. Et de deux, j'avais tout le temps pour préparer une phase retour. C'est-à-dire, je ne suis pas venu au Parado. C'est vrai que vous êtes venu vraiment à l'intersaison. Voilà, au mercato. Donc, j'avais un mois de travail. Avec le Chan, vous avez profité de l'arrêt du championnat. J'ai eu tout le temps de découvrir d'abord l'effectif, l'équipe, revoir tous les matchs qui ont été joués pendant la phase aller. Donc c'est à partir de là que j'ai accepté de prendre le Parado, malgré que son classement avec 13 points à la phase aller. Et avec une équipe jeune, c'était très très peu. Voilà, avec une équipe rajeunie. Mais je pense que malgré tout ça, on a pu relever un petit peu le défi. Voilà, on est qualifié en quart de finale. On a pu éliminer le CSC, on a pu éliminer les deux équipes de Mostaganem. Et même en championnat. Et ça joue bien, ça joue bien du côté du Parado, il faut le dire. Hein. Même si avec Chalot, voilà, on voulait un petit peu pratiquer ce football académique, mais on sentait qu'il y avait un manque de réalisme assez flagrant. Mais avec vous, c'est pratiquement une toute autre équipe. Je ne sais pas ce que vous avez changé des joueurs ou. Comment pourtant, c'est Parado, c'est pas le club qui recrute, hein, donc c'est le même effectif. C'est le même effectif. Vous avez un petit peu on a donné un petit peu d'abord confiance aux joueurs. On a travaillé un petit peu les aspects qui manquaient et peut-être aussi on a mis une autre stratégie de jeu par rapport à notre classement, bien sûr, pour pouvoir beaucoup plus. On ne cherche pas uniquement le beau jeu. Très souvent, on attend ça du Parado, c'est ce beau jeu. Voilà. Mais ces dernières années, c'est compliqué, notamment avec les départs. Quand on cherche l'efficacité, le beau jeu, c'est pas toujours. Non, mais Parado, il y a quelques années, en tout cas, ça a allié et les résultats et le beau jeu. Moi, je commentais souvent ces dernières années le Parado, c'était un régal. Après, les départs à chaque mercato, quand on est coach, c'est pas simple. Hein, mais là, ça aide aussi. Il faut reconnaître aussi que c'est la première saison. Ça fait longtemps que le Parado est classé comme ça. Oui, c'est ça. Il a ce classement-là. C'est-à-dire, avant, le Parado, il était toujours 3, 4e, 5e. Voilà. Donc, le jeu, on pouvait le voir, on était à l'aise. Exact. Donc, là, il y a une différence. Non, même les joueurs, Nadir, il faut le dire, les Adam Sorgan, les Rjem, les Qadri, c'est des cadres. C'est les Bozouk, c'est des joueurs qui, quand ces joueurs partent, c'est pas évident à chaque fois de les remplacer, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que tout à l'heure, dans les coulisses, on a discuté un peu avec Nadir et Abdennour. Ça touche, on la voit nettement, parce qu'à un moment donné, en perte de balle, les joueurs de Parado ne défendaient pas. Ils étaient naïfs. Avec Leknaoui, ils ont cette capacité, parce que le message est passé, on perd de balle, on défend. Il y a eu cette rigueur tactique qui a été imposée par le coach. Ça c'est sûr, et même aussi. Le message est passé avec les joueurs rapidement. Très bien.
très bien. On vit en famille, c'est des jeunes. On dit souvent que le Parado, c'est un club familial. Oui. On le ressent réellement. Non, c'est un plaisir de travailler. Le fait de jouer, je la pose souvent, mais le fait de jouer, plutôt d'entraîner un club qui n'a pas une galerie importante, un stade vide. Malheureusement, mais c'est normal, c'est un club qui est récent. On en parlait d'ailleurs, qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine quand même, mais qui n'a pas une assise importante sur le plan des supporters. Est-ce que justement, c'est mieux quand on est coach, quand on arrive dans ces conditions-là, de travailler loin de la pression du public? D'abord, il faut parler de tempérament du coach. Voilà. Bon, des fois, c'est mieux d'avoir un public derrière son équipe. Mais là, avec le Parado, on s'adapte par rapport à cette situation-là. Ils se sont habitués, c'est bon. Voilà, même eux, c'est bon. Mais vous qui avez quand même... Oui, je m'adapte. Vous avez eu à travailler sous une pression importante des supporters. C'est sûr. Là, vous sentez que vous êtes à l'aise dans votre travail? Je suis à l'aise, mais on essaie de créer cette pression positive. La pression, c'est Hassan Zetchi, on le connaît en tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Et pourtant, on a tendance à dire que la vocation première du Parado Athletic Club, c'est d'exporter des joueurs vers l'étranger. Et même la direction ne se prive pas de le dire clairement. Mais c'est un modèle à suivre. Exactement, c'est un modèle à suivre. Mais n'empêche que Hassan Zetchi, quand ça perd, il est un passionné. Hassan du club, c'est un passionné. Et souvent, les entraîneurs me disent que c'est vrai qu'il n'y a pas la pression du public, mais Hassan Zetchi, parfois, remplace toute cette pression du public. On parle de pression. La différence par rapport à d'autres clubs, c'est que c'est leur club. Exactement. C'est ça, oui. C'est ça la différence. Ça s'explique. C'est toute la différence. Quand vous me dites qu'il s'énerve et tout, c'est sûr. C'est lui. C'est un peu ces réactions. Voilà. Ils sont là, ils sont à cheval. Ils sont à cheval. Ils ne laissent aucun détail, que ce soit le coach, le staff, les joueurs. Tout le monde est bien pris en charge. Donc sur ça, merci parfois. Non, alhamdoulilah. Est-ce que le Parado, justement, je le disais là aussi, quand on a un jeune effectif, le fait de gérer une telle fin de saison, parfois c'est compliqué, notamment les jeunes n'ont pas tendance n'ont pas cette habitude, en tout cas, notamment au Parado, de gérer de telles fins de saison. Est-ce que vous sentez que vous avez un groupe qui peut surmonter on va dire, ces obstacles, en tout cas, de fin de saison? Non, alhamdoulilah, c'est un groupe qui répond déjà, qui répond sur tous les aspects. Sur tous les aspects, il répond. Donc, de ce côté-là, moi, je dirais que ce groupe-là, Inch'Allah, avec un maintien, je pense que ce groupe-là est en train d'acquérir une bonne expérience pour la suite, et ces joueurs-là, ils sont en train de vivre des situations qui vont leur donner de l'expérience pour l'avenir. Juste une parenthèse, le Cameroun mène 1-0 devant le Burkina Faso lors de ce dernier match de la phase de ce premier tour de la CAN U17. Toujours, on va rester avec le Parado. Là aussi, il y a les Titarawi, Boulbina. Là aussi, Bouzida. Moi, j'ai bien aimé ce jeune Bouzida. Superbe joueur. Très puissant, technique, il sait se placer, il sait marquer des buts. Moi, j'ai été impressionné. On a pu commenter un match avec vous, Ahmed Lalibi, sur ce joueur où j'ai été vraiment impressionné par son talent, n'est-ce pas? Oui, c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, beaucoup de talent et qui peuvent aspirer à une grande carrière. Quand on voit ces joueurs-là formés au Parado, les Boudaoui, Attal, même Yousseli Bozo qui joue au Raja Casablanca, qui est devenu quand même l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Les Qadri, Zorgan, c'est une fierté pour le Parado d'avoir tout. C'est une fierté pour le Parado et même pour le football algérien. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle à suivre. Dernièrement, j'ai fait monter aussi un joueur, Soko, il a marqué le but. J'ai bien apprécié le but qu'il avait marqué à la fois. Extérieur et puis intérieur, pied gauche. Justement, vous allez suivre les matchs de la réserve absolument, pour voir tous les matchs. Il doit voir les jeunes. Oui, encore plus au Parado. Tous les matchs. Donc, il y a de la relève. Il y a de la relève, oui. Il y a de la relève et une bonne relève.
Justement, quand on voit l'exemple, j'ai pu discuter récemment, là aussi, c'était mercredi dernier, au séminaire de la FIFA ici à Alger, avec le président, plutôt le directeur technique national du Sénégal. Alors, lui, il est en place depuis 2011. Déjà, ça aide hein, quand on est DTN. C'est Génération Foot. Voilà. 3 cycles olympiques. Exact. Et il me parlait plutôt de la réussite du Sénégal, notamment à travers ses centres de formation, ses écoles, bien qu'elles soient là aussi des écoles privées. Hein. On parle de Génération Foot, Djambar et Sacré-Cœur, les trois, plus l'académie de la Fédération sénégalaise. Donc 4 académies qui ont propulsé, durant, on va dire, depuis 15 ans maintenant, qui au final, on voit les résultats. Les résultats sont là. Les résultats, effectivement, qui ont propulsé le football sénégalais à ce qu'on voit depuis quelques temps, avec l'équipe A, sacré champion d'Afrique, l'équipe A' en Algérie, donc les U20 là aussi, les U17 qui sont beach soccer là aussi, l'équipe nationale féminine. Donc il y a tout raflé. Exactement, il y a un travail qui y fait. Mais ce qui est malheureux en Algérie, c'est qu'on a l'exemple du Parado Athletic Club depuis 2007 maintenant, sauf que il n'y a pas un autre Kherdin Zachi ou une autre famille Zachi qui fait le même travail. Il va se dire, moi, si Zachi a réussi, si l'Académie du Parado a réussi, pourquoi pas mettre moi aussi les moyens nécessaires pour récolter les fruits d'une réussite certaine d'ici 10-15 ans. Pourquoi selon vous, messieurs? Vous savez, d'abord, il faut qu'on puisse trouver ces investisseurs privés. Je pense que Zachi n'est pas milliardaire, hein, n'a pas mis trop de milliards. Je pense que la première année, c'est un homme d'affaires. Et il a réfléchi certainement, mais il faudrait quand même qu'on invite un de ces jours pour nous... la porte est ouverte. Voilà. Mais il faudrait qu'il y en ait plusieurs, vous l'avez dit. Mais qui aujourd'hui, tout le monde est en train de compter aujourd'hui sur les sociétés étatiques. Moi, je serais très heureux de voir des investisseurs privés prendre des clubs, acheter des clubs. Et puis, vous avez parlé de clubs tout à l'heure. Ils n'ont pas de centre de formation. Comment voulez-vous? La première des choses, pour moi, un club professionnel sans centre de formation n'est pas un club professionnel. Paradou. C'est une évidence, ça. Là. Oui, mais c'est une lapalissade. Mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, l'exemple du Paradou, pour moi, c'est un exemple qui date quand même d'une quinzaine d'années. Je parle pas de... L'Académie a débuté en 2007. Hein. Je parle du professionnalisme. C'est une des rares équipes à travers le monde qui est une équipe qui forme et qui joue en première division. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et elle puise pour l'équipe première, elle puise de l'académie. Absolument. Les joueurs formés à l'académie. Un club formateur. Chaque mercato ramène au max 1 ou 2 joueurs l'idéal, bien sûr, des autres clubs. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir des investisseurs privés avec toute la batterie nécessaire pour être professionnel. Hein. Et à partir de là, commencer à projeter l'exemple du Paradou. Aujourd'hui, ils s'autofinancent eux-mêmes à travers les joueurs qu'ils arrivent à exporter, à travers les joueurs, même ici en Algérie, quand ils arrivent à vendre. Donc c'est sûr que c'est un exemple à suivre. Mais où sont ces gens-là? L'avantage aussi pour le Paradou, on l'a aussi dit très souvent sur ce plateau, parfois le fait de ne pas avoir de supporters, c'est aussi un mal pour un bien, puisqu'au final, la direction peut travailler aisément. Moi, je me rappelle l'époque où le Paradou, sous Kherdin Zachi, avait décidé tout bonnement de vendre ses joueurs et accepter de voir le club descendre en 3e division pour tout redémarrer ensuite de nouveau. Et ça, je pense que quand on est, par exemple, si on prend les clubs formateurs, les clubs historiques, le NED, le RCK, le Watt, et j'en passe, c'est difficile pour leurs supporters d'accepter cette, n'est-ce pas, Nadir? Justement, on va rester aussi avec le Paradou sur ses chances de maintien. On a tendance à parler pour ce maintien. On connaît un petit peu l'importance des grands clubs en parlant de la JS Kabylie au niveau médiatique. Hein. Quand on est JS Kabylie, tous les médias parlent de la JSK. À un moment donné, il y a eu ces erreurs d'arbitrage
qui ont pénalisé la GSK, c'est tous les médias qui en parlaient. Avant même ce match fatidique pratiquement face au Paradou, l'AS Sochlev et j'en passe, je ne vais pas citer tous les autres clubs, mais quand on est le Paradou, parfois orphelin de cette... Je vais dire de ce soutien médiatique. Comment on réagit? Est-ce qu'on se dit que ouais, on parle des autres, pas de nous? Est-ce qu'on veut nous couler comme certains pourraient plutôt le penser? Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit au Paradou? Non, mais juste pour information, le Paradou, tellement que c'est un club structuré. Moi, avant de venir à votre émission, j'ai pris l'autorisation du manager. Et on remercie évidemment la direction. Non, au niveau de la communication, le Paradou est à féliciter. Moi, je le dis très souvent, je les côtoie au niveau des stades, on nous ramène souvent les feuilles de match. C'est vrai qu'on est très très bien pris en charge par la direction du Paradou à Dalbeda. Et ça, moi, je l'ai souvent souligné dans ce plateau, et vous le savez très bien, Ahmed Lahibi. Je pense que c'est un club qui n'a pas besoin de médiatisation parce que à travers ce qu'ils sont en train de faire, à travers leur... c'est pas leur dada. Voilà, c'est pas leur dada, c'est ça, voilà. Non, oui, c'est sur ça, il n'y a pas à dire... moi, j'ai voulu un petit peu parler, c'est vrai que c'est parfois, quand on est grand club... Oui, j'ai compris. Quand les médias nous soutiennent, c'est un peu... C'est un peu logique. Donc, on a fait le tour du Paradou Athletic Club. On vous souhaite évidemment tout le bonheur du monde, beaucoup de courage. Parce que réellement, le Paradou, il fait le charme de la Ligue 1. C'est vrai, depuis quelques années. Et à travers ce que les gens sont en train de faire au Paradou, ils ne méritent pas cette place-là. Et comment expliquer cette saison chaotique du Paradou? Bon, il y a eu un mauvais... Est-ce qu'au sein du club, on se dit qu'on s'est gouré un petit peu durant l'intersaison dernière, peut-être? Non, possible qu'il y a eu, disons, de mauvais calculs par rapport au championnat, par rapport à l'effectif, mais ça rentre toujours dans la politique du club. Et aussi, il y a eu un mauvais départ durant la phase allée, la phase allée qui a fait que... Ce mauvais départ a laissé des séquelles. Il a trop duré. Donc, c'est ça qui a fait que le club se retrouve actuellement dans des situations... Et en début de saison, Paradou jouait bien, à domicile notamment, mais perdait constamment. Oui, vous savez, quand on a une manière de jouer, on essaie toujours de la maintenir et essayer de progresser. Malheureusement, il y a eu tellement de nouveaux joueurs. D'ailleurs, moi je pense qu'on en a discuté un peu avant l'émission, quand il y a des joueurs qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas encore ce vécu, donc on est obligé de reprendre pratiquement les choses à zéro avec eux. Et c'est ce qui s'est passé, moi je pense, cette année. Habituellement, le Paradou commence 2-3 matchs en dents de scie, puis après ils arrivent à avoir... Voilà, c'est une équipe qui se reprend par la suite. Mais cette année, malheureusement, il y a encore 10 matchs. Oui, il reste. Et qualifié en Coupe d'Algérie, est-ce que c'est un objectif, jouer à Béchar? Vous allez jouer à Béchar, c'est ça face à... Oui, c'est compliqué à Béchar. Arriver à ce stade de compétition, donc... Est-ce que vous allez jouer à fond cette Coupe d'Algérie? Oui, il ne reste pas beaucoup, même nous... Malgré cette situation compliquée en championnat. Oui, mais là, il y a un match qui va se jouer cette semaine. On va affronter le 12 le 12. Donc, on va jouer nos chances à fond. Et bon, si on est qualifié, ça va être un bonus. C'est bien pour nous. À cœur vaillant, rien n'est possible. N'est possible, exactement. Mais ça n'empêche pas que on est beaucoup plus concentré sur notre maintien. On va parler à présent de la Coupe d'Afrique avec l'USM Alger. Et je le disais donc, l'USM Alger, félicitations une nouvelle fois pour ce grand club qui a décroché avec brio sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Cette demi-finale aller se jouera, cette première manche se jouera ce mercredi face à l'ASEC Mimosa. On va voir tout ça avec Riyad Belkhadim. Plus que 2 pas avant la finale. L'USMA d'Alger devra avant affronter les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football.
Les Usmistes devront donc affronter ces Ivoiriens sous une forte chaleur au stade de la Paix de Bouaké et sous une température prévue de 34 degrés avec un taux d'humidité de plus de 63%. C'est comme ça que va débuter cette rencontre du dernier carré de la compétition africaine. Des conditions éreintantes pour les Algérois qui devront négocier cette première manche au mieux pour garder leur chance intacte au match retour. Les Rouges et Noirs devront contenir le premier au classement du championnat ivoirien, la SEC, qui devance de 8 points le club de Soa avec 53 points au compteur après 25 journées du championnat de Côte d'Ivoire. De son côté, l'USMA, qui a concédé une défaite ce week-end à Tizi Ouzou, est 6e du championnat local à 3 points du podium, mais avec encore 2 matchs en retard à purger. Les Usmistes, seul club algérien encore en lice en compétition africaine, jouent encore sur les 2 tableaux. Il faudra pour les protégés de Benchira oublier la défaite face à la JSK et se concentrer sur ce match face à un grand club ivoirien pour rêver d'une place en finale de la Coupe de la CAF et pourquoi pas le premier titre africain pour les Rouges et Noirs. Le général devra user de toute sa ruse qui le caractérise et qui lui a permis de sortir de la compétition le leader du championnat marocain, les Phares de Rabat, et il a l'effectif pour. L'équipe algéroise aura l'avantage de recevoir au match retour. La seconde manche est prévue le 17 mai prochain à 21h au stade du 5 juillet. Mais avant cela, il faudra être solide à Bouaké pour que les gars de Soustara puissent finir le travail au stade olympique de Del Ibrahim. Et avant de revenir sur ce match qui va opposer donc la SEC Mimosa à l'USMA, une information qui vient de tomber depuis quelques minutes. Brahim Zafoura, donc notre on va dire collègue, puisqu'il est consultant avec nous, vient d'être nommé a priori, on va confirmer tout ça dans quelques instants, nouveau manager général. C'était dans l'air déjà depuis quelques temps, nommé par Mobilis, donc nouveau manager général de la jeunesse sportive de Kabylie. Je considère que c'est un bon choix. Ah oui, c'est un enfant du club, il connaît très très bien la région. Et indépendamment de tout cela, Saïd, il a le profil aussi. Exactement. On va revenir évidemment sur ça lors de nos prochaines émissions. Sur l'USMA. Alors, ce match face à la SEC Mimosa, Nader El Knaoui, l'USMA, mine de rien, réalise une bonne saison pour l'instant. C'est vrai qu'en championnat, parfois, les supporters attendaient mieux, même si l'USMA, là aussi, avec 2 matchs en retard, en cas de victoire, aura 38 points. 38 points, donc ça fera une 3e place pour l'instant. Comment voyez-vous la tâche de l'USMA, notamment lors de cette demi-finale de Coupe d'Afrique? Bon, arrivé à ce stade de compétition, ça veut dire les 4 qualifiés. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. L'USMA est drivé par un entraîneur rusé. Ah oui. Abdelhak, qu'on salue. Très calme. Une équipe qui sait bien gérer ses matchs. Surtout quand on les a vus jouer le match retour au Maroc. C'était vraiment très intelligent, la gestion du match. Donc je pense que l'USMA peut se retrouver facilement en finale. Comment aborder ce match, messieurs? Voilà, je pose la question. Comment aborder ce match aller? Est-ce qu'il faudra pour l'USMA? Il y a ce souci à l'USMA depuis, notamment cette saison, ce souci à l'extérieur. C'est une équipe qui a du mal à s'imposer à l'extérieur, que ce soit en championnat ou même en Coupe d'Afrique. Avec toutes les techniques qui existent, à l'époque, c'est vrai, aller jouer une Coupe d'Afrique, on allait vers l'inconnu. Ouais. Aujourd'hui, la SEC Mimosa, donc ils ont dû certainement avoir des matchs, que ce soit en championnat ivoirien ou en Coupe d'Afrique. Donc ils ont déjà une idée de comment aller aborder ce match-là à domicile et comment, en fonction du résultat, comment réagir au 5 juillet. Mais vous qui connaissez Abdelhak Benchira, puisque vous avez eu à collaborer avec lui en sélection nationale. J'ai été parmi ses premiers entraîneurs. Exactement. Est-ce que vous pensez que Benchira va aller à l'aventure, ouvrir le jeu, marquer, ou bien... Benchira, vous savez, dans son travail, c'est quelqu'un qui est très 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 minutieux. Donc il ne va pas aller jouer n'importe comment, donc il va bien étudier d'abord son adversaire, en fonction de ça, mettre en place une équipe qui pourrait contenir, une stratégie qui pourra contenir l'équipe de... Il ne faut pas oublier aussi que la SEC Mimosa n'est pas une équipe méconnue en Afrique. C'est un grand club. C'est un grand club, c'est un club qui est habitué également à ce genre de compétition, c'est parmi les meilleurs clubs ivoiriens.
Donc moi je pense qu'il va mettre en place une stratégie pour essayer de les contrer, essayer de profiter en jouant par des contres et tout. Et le plus important, c'est de ne pas encaisser beaucoup de buts. L'idéal, bien sûr, ça serait de marquer un but à l'extérieur. Et au match retour, c'est logiquement, comme toutes les équipes algériennes à l'époque, c'est le tarif syndical, c'est 3-0. Exact. Sur ce match, Ahmed Laribi, on va dire que les supporters de l'USMA disent, j'essaie un petit peu de voir les commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, ils sont optimistes et on dit que c'est la saison ou jamais pour l'USMA. Puisque le plateau, c'est vrai que là, Sek Mimosa reste un ténor africain, mais on dit qu'il y a de quoi... un bon coup à jouer. Il y a un coup, exactement. Il y a un bon coup à jouer cette fois-ci pour gagner enfin cette Coupe d'Afrique. Oui, il faut y croire. Maintenant, ils sont en demi-finale. Je pense que l'avantage qu'a eu cette équipe du Samagé, c'est de jouer son premier match à Mimosa. L'essentiel, c'est de ne pas encaisser et de marquer un but. Et puis l'avantage, c'est au retour. Moi, j'ai envie de parler de l'entraîneur parce qu'il a mis son empreinte. Tout à l'heure, il a parlé d'entraîneur rusé. Moi, je dis tout simplement que lors de ces déclarations, ce sont des déclarations qui sont très sereines, très lucides. Il a protégé ses joueurs. Et puis, quand il parle de ses joueurs, il vous l'a dit. Donc, ça, c'est important. Là aussi, on a parlé de Bouzidé, Abdelhak Ben Cheikha, il sait parler. Déjà, il a longtemps été instructeur CAF, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. C'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a une expérience. Conseiller en sport. Non, sur ça, il n'y a rien à dire. C'est pour toutes ces raisons que je dis que l'apport de Ben Cheikha, c'est pas pour lui jeter des fleurs là, mais il a apporté énormément depuis qu'il a pris la part technique de cet équipement et à laquelle on souhaite bon vent, Inch'Allah. On souhaite bon vent. On reviendra évidemment en longueur, notamment sur ce match aller des demi-finales donc, de la Coupe de la Confédération, notamment lors de l'émission de ce jeudi avec notre ami Riyad Belkhedim. On passe à présent à la Ligue 2. Voilà, il y a Mziane qui on parlait du match aller. Voilà. On parle donc de Ligue 2, messieurs. Donc là aussi, il y a beaucoup de suspense. Bon, suspense, c'est vrai que c'est un championnat, que ce soit pour l'accession ou pour le maintien, là aussi, c'est un championnat assez haletant en tout cas. Et même si cette semaine, on va dire que ce week-end, l'US Souf a mis un pied, on va dire un pied en tout cas en Liga, puisqu'il reste quand même il reste 4 journées à disputer en Ligue 2, mais en allant s'imposer sauf en allant s'imposer à Constantine devant le MOC 4-1 et avec la défaite d'El Khoroub, on va dire que Souf est bien parti pour accéder en Liga, alors que dans l'autre groupe, Ben Aknoun là aussi est bien parti. On va suivre donc ce sujet réalisé par Sami Achichou qui nous fait le point sur cette journée de Ligue 2. Le leader, l'US Souf, large vainqueur en déplacement devant le Mouloudia Olympique Constantine, 4-1, fait un grand pas vers l'accession dans une rencontre à sens unique, puisque les Constantinois se sont présentés avec une équipe réserve. Le poursuivant direct, à savoir l'AS Khoroub, a été battu en déplacement face à IB Khmis Al Khchna, 1-0 sur penalty transformé par Ben Moussa à la 54e minute. Dans le groupe centre-ouest, l'US Ben Aknoun conserve son fauteuil de leader après sa victoire à l'arraché devant l'Olympique Médéa. Les visiteurs ont mené par 2-1 avant que les Algérois ne parviennent à renverser la vapeur grâce à leur buteur maison, Bouabdallah, qui inscrit un triplé. Fin de la rencontre, 3-2. Et garde son point d'avance sur l'ES Mostaganem, vainqueur en déplacement devant le JS Mascara. Les locaux ont ouvert le score par Alem à la 17e minute. Mais les visiteurs vont puiser dans leurs dernières ressources pour revenir à la marque par Moulay à la 37e minute. À 4 journées de la fin, la course entre les deux principaux candidats à l'accession dans le groupe centre-ouest bat son plein, puisque les deux équipes maintiennent le rythme de victoire avant le face-à-face prévu lors de la dernière journée sur les hauteurs d'Alger à Ben Aknoun.
Et voilà, donc on est de retour sur ce plateau. On parlait évidemment des chances d'accession et notamment de maintien aussi pour cette Ligue 2, que ce soit groupe Est et groupe Ouest. On va commencer avec le groupe Est, avec notamment, on disait, l'US Souf, messieurs, 54 points, 4 points d'avance à 4 journées de la fin, avec on va dire, un calendrier plutôt abordable, favorable, effectivement. On peut dire, Mbrouk, le Souf, on va attendre jusqu'à moins quelques matchs. Non, quand on voit, sauf ils ont 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur, je pense que avec 4 points d'avance. En tout cas, hier, du côté de Souf, on a fait la fête. On a vraiment célébré cette victoire. Parce que leur match à l'extérieur, il est à Skikda. Skikda, c'est tout le monde qui... C'est un bon dernier, voilà. C'est tout le monde qui gagne à Skikda, donc voilà ce qui fait un petit peu, parce que apparemment Skikda, ils ont faussé un petit peu le championnat par rapport les joueurs qui ont quitté, c'est des espoirs qui sont en train de jouer. Pareil pour Elisen, de l'autre côté. Donc ils ont faussé un petit peu le championnat, donc sauf il lui reste 9 points, il est champion. Très bien. Là aussi, sur ce groupe Est, on va dire avec là aussi ça va être compliqué pour le maintien, même si Ouergla Chaouia Annaba Hamara Annaba, bon Skikda c'est fait, Hamara Annaba c'est fait, donc l'US Chaouia Ouergla avec Ain Melilla Borjumlain, ça va cravacher. Le Harrach aussi qui heureusement a gagné, l'USM El Harrach. Sinon, c'est compliqué le maintien. C'est très compliqué. Je pense que on va pas dire que Mbrouk ou Souf, mais ils sont dans le bon sens. Moi, je vais parler de l'Khroub. Je pense que le Khroub a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Et c'est ce qui a fait que sa chute va être vraiment, je ne vais pas dire mortelle, mais ça va laisser des séquelles. Voilà, en plus, parce que c'est une équipe, excusez-moi. Qualifiée en Coupe d'Algérie. C'est leur 2e défaite. Non, Nadir, ce qu'il faut retenir, c'est une équipe qui est restée pendant plusieurs matchs leader de ce groupe. Ouais. Donc, à 4 jours de la fin, passer. Ça fait mal. Ça fait très très mal. À un moment donné, Ouetsouf avait perdu un peu de. Oui. Ils sont revenus. Absolument, ils sont revenus et là, ils passent en tête et je pense qu'ils vont rester comme ça jusqu'à la fin du championnat. Je vous dis, beaucoup plus vous avez parlé de maintien, il faut bien revoir. C'est de la 6e position. Voilà, oui, Betna, Câble, Alma, Annaba. Ça va être très difficile pour le 3e relégable. Très difficile. Saïd, il a entraîné le cas de Betna. Oui, au début de saison. Début de saison, effectivement. L'autre groupe, donc groupe centre-ouest, avec là aussi Ben Aknoun qui gagne difficilement face à l'Olympique de Médéa. L'Olympique de Médéa qui joue pour sa survie. Victoire 3-2 des coéquipiers de Hchoud. Et toujours talonné de près par l'Espérance de Mostaganem. L'Espérance de Mostaganem victorieuse à Mascara, 2-1. Là aussi, ça va être coude à coude, messieurs. Même s'ils sont coude à coude. Et bien là, on reçoit la dernière journée. Le dernier match, même s'ils sont coude à coude à 1 point ou à 2 points, le dernier match sera décisif pour l'accession, puisque Ben Aknoun va rencontrer Mostaganem. Très très bien, on va voir désormais pour la précision. Le prochain match, c'est le Net du CND qui reçoit Ben Aknoun au 20 août. Ah oui, ça va être un chaud derby là aussi. Donc classement, résultat complet et classement après cette 26e journée de Ligue 2.
Voilà, on arrive, messieurs, au terme de notre émission, 30e numéro donc, de cette saison. Merci Nadir Leknaoui d'être venu. Très content, très heureux d'être parmi vous. N'est-ce pas, vous avez pris du bon temps, on a discuté football. Là, on discute football. Ça a été trop bien. Il était à l'aise. Ça a été trop bien et je vous remercie beaucoup. En cas de Betia, vous revenez, Inch'Allah, à la fin de saison. Revenir tout le temps. Merci Nadir. Juste, on rappelle le score de ce match donc, qui a opposé le Burkina Faso au Cameroun. Finalement, c'est Burkina qui s'impose 2-1, n'est-ce pas? Vous confirmez le résultat final de cette partie. Par conséquent, c'est le Burkina qui passe, a priori. Ahmed Laribé, merci. Merci à vous, Saïd. On a passé un bon moment et de tout cœur, j'espère que Nadir va aller très très loin en Coupe d'Algérie et sauver ce club de Paradou. Surtout sauver le club, hein, Coupe d'Algérie. C'est la priorité. Et puis, absolument, et puis à très bientôt. Merci à l'équipe de la Régie 2, avec Rafiqa comme réalisatrice aujourd'hui, Hanan au script, Stoul, là aussi, toute l'équipe des journalistes. Félicitations à la famille Amellel pour le mariage de leur fille, c'était hier, donc Célia, félicitations. Et un coucou à Asia et son mari Farid qui sont toujours face à Canal Algérie pour nous suivre. Donc salutations à tout le monde, merci messieurs, et je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.